Je tenais encore la casserole par le manche quand Élodie a attrapé mon bras. Sa main était dure, sèche, comme si elle voulait me tirer d'intérieur de moi. Sa voix a claqué dans la cuisine. Elle voulait toute ma retraite, la totalité, pas un centime de moins. Elle a dit que j'étais un fardeau, que je coûtais cher, que je prenais de la place. J'ai senti une brûlure là où ses doigts serraient ma peau, mais la vraie douleur était ailleurs, au milieu de la poitrine. Patrick, assis au bout de la table, a seulement hoché la tête sans me regarder. Camille et Mathieu ont filé dans le couloir, chacun vers sa chambre, habitués désormais à ces orages. Je me suis dégagée en douceur, sans crier. J'ai posé la casserole, j'ai éteint le feu, et j'ai demandé calmement que nous parlions plus tard. Élodie a soufflé fort, a tourné sur ses talons et a quitté la cuisine en maugréant que je ne comprenais jamais rien. Je suis restée là, au milieu des assiettes et de l'odeur d'ail, avec le bourdonnement du réfrigérateur comme seul bruit. Puis je suis allée dans ma petite chambre au fond du couloir, cette pièce que l'on me rappelle souvent être un service que l'on me rend. Je me suis assise sur le bord du lit, le bras encore rouge, et j'ai respiré lentement jusqu'à retrouver un peu d'air. Je me suis demandé à quel moment tout avait basculé. Quand est-ce que ma fille, ma petite Élodie Anat, s'est changée en cette femme tendue qui compte chaque geste comme une dette? Je me souviens très bien du jour où j'ai compris que je serais seule pour de bon. Mon mari est parti trop tôt, un matin d'hiver, et Élodie avait 12 ans. Elle dormait encore. J'ai fermé la porte de sa chambre, j'ai préparé du chocolat chaud et je me suis juré de lui éviter le froid du manque. Pendant des années, j'ai tout enchaîné. Des ménages, des escaliers sans ascenseur, des couloirs qui sentent la cire, des lavabos à faire briller, des draps à tendre droit comme un régiment. Mes mains ont appris la patience. Mon dos a appris le silence. Quand Élodie a voulu poursuivre une formation de secrétaire, je me suis arrangée. Un peu de travail supplémentaire chez une famille de la presqu'île, quelques heures tôt le matin dans une boulangerie qui cherchait quelqu'un pour le café et les tables. Je rentrais tard, je quittais tôt, et pourtant, je trouvais encore le temps de l'attendre à la fenêtre. Elle était belle quand elle riait, avec ses cahiers serrés contre elle. Elle jurait que, plus tard, elle me couvrirait de douceur. Je n'ai rien demandé. J'ai seulement continué. Les années sont passées, rapides et lentes à la fois. Élodie s'est mariée avec Patrick. Un garçon correct, un peu ombre, mais poli. Ils ont trouvé une petite maison à Villeurbanne, pas loin d'un square où les enfants jouent au ballon. Quand j'ai pris ma retraite, une retraite modeste, juste ce qu'il faut pour vivre proprement, je suis restée dans mon appartement de la Croix-Rousse. Je venais les dimanches, j'apportais un gâteau, je gardais Camille et Mathieu quand il fallait. Et puis, il y a eu le premier accroc du travail de Patrick, moins d'heures, puis un nouveau poste moins payé. Élodie est venue un soir les yeux pleins de fatigue. Elle a parlé de la maison, des traites, des enfants, de la tête qui tourne. J'ai dit oui, naturellement. Oui pour venir vivre ici, oui pour mettre ma retraite dans le pot commun, oui pour tenir la maison afin que chacun puisse souffler. Au début, tout roulait. Je cuisinais, je lavais, je pliais, je faisais les courses. Je connaissais les préférences de chacun, le fromage que Camille accepte sans faire la moue, le chocolat chaud de Mathieu, pas trop sucré. Je me suis dit que j'étais utile, que ma présence avait un sens simple. Mais, petit à petit, les petites piques ont commencé. La sauce trop relevée, la chemise mal repassée, les serviettes rangées au mauvais endroit. Rien de grave, mais une somme de petites pierres dans la chaussure. Je me suis adaptée. J'ai demandé avant de faire, j'ai noté les habitudes d'Élodie, sa façon d'aligner les verres, sa manie de plier les torchons en 3. Malgré tout, j'entendais ce soupir léger quand j'entrais dans le salon, comme si je dérangeais la lumière. Et, ce soir, c'est devenu des mots. Un fardeau, a-t-elle dit. Donne toute ta retraite, a-t-elle exigé. J'ai regardé ses mains, celles qui m'ont serré enfant, celles que je ai tenues le jour de sa première fièvre, et je me suis demandé où était passée la douceur. Dans ma chambre, j'ai sorti une boîte en carton. À l'intérieur, des photos. Moi plus jeune, lui encore là, et Élodie avec des rubans rouges. Je ai pensé à ces promesses murmurées au creux de la cuisine de notre ancien appartement. Nous serons toujours nous deux, maman, quoi qu'il arrive. Les promesses vivent, puis elles s'effritent si on ne les protège pas. Je ne cherchais pas des excuses, je cherchais seulement un fil
quelque chose à reprendre pour que tout ne soit pas perdu. Dans le couloir, j'ai entendu la télévision. Patrick riait à une blague d'un humoriste que je ne connais pas. Je ai senti monter une petite fatigue, pas une colère, non, juste une grande lassitude. Je ne voulais pas de bataille. Je voulais une place juste, une chaise où m'asseoir sans avoir à m'excuser. Ma retraite, ce n'est pas un trésor, c'est seulement le fruit long de mes mains usées. La donner entièrement ne résout rien. Cela efface seulement ce qu'il me reste de dignité. Je me suis allongée quelques minutes, la fenêtre entr'ouverte sur le bruit de la rue. Lyon respirait comme toujours, indifférente et rassurante à la fois. J'ai fermé les yeux. Demain, je parlerai. Aujourd'hui, je garde le silence pour ne pas ajouter du feu au feu. Mais je le sens. Quelque chose a changé en moi. Ce n'est pas de la dureté. C'est autre chose, plus ferme et plus calme, comme une pierre au fond d'un lac. Une certitude simple. Je ne suis pas un fardeau. Je suis encore quelqu'un. Et je vais me rappeler comment on se tient droite sans demander pardon d'exister. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. 3 ans. Cela fait déjà 3 ans que je vis ici, dans cette maison qui n'a jamais vraiment été la mienne. Au début, je pensais que ce serait temporaire, le temps que Patrick retrouve un emploi stable, que la situation s'améliore. Mais le provisoire s'est installé sans prévenir, comme une tache d'humidité qu'on ne voit pas venir et qui finit par couvrir tout le mur. Les premiers mois, j'essayais d'être discrète, utile, légère. Je faisais de mon mieux pour ne pas déranger, pour ne pas peser. Je préparais les repas, je rangeais, je faisais les lessives, je repassais les chemises de Patrick, j'aidais Camille avec ses devoirs et je racontais des histoires à Mathieu avant qu'il s'endorme. J'aimais ces moments-là, ces petites choses simples qui me donnaient encore une raison d'être. Mais petit à petit, les regards ont changé. Les remerciements se sont faits rares, puis ont disparu. Ce qui était autrefois une aide est devenu un dû. Quand je préparais le dîner, Élodie goûtait à peine et soupirait si la soupe était trop claire. Si je ne préparais rien, elle disait qu'il n'y avait jamais rien de prêt. Si je pliais le linge, elle trouvait que ce n'était pas rangé à sa manière. Si je ne le faisais pas, elle le faisait en silence, avec ce geste sec qui voulait tout dire. Je me suis mise à marcher plus lentement dans la maison, à fermer les portes sans bruit, à parler moins. On finit par s'adapter à la place qu'on nous laisse, même quand elle rétrécit chaque jour un peu plus. J'avais ma chambre au fond du couloir, une petite pièce claire avec une fenêtre sur le jardin. C'était mon coin, mon refuge. Je m'y enfermais souvent pour lire, pour coudre ou simplement pour écouter le vent passer entre les feuilles du grand chêne. Parfois, j'entendais les rires d'Élodie et de ses amis dans le salon. Elles parlaient fort, buvaient du vin, mettaient de la musique. Moi, je restais derrière la porte, invisible, avec la radio en sourdine, pour couvrir les éclats de joie qui ne m'appartenaient plus. Un soir, j'ai entendu l'une d'elles dire en riant « Tu as de la chance, toi, ta mère te fait tout à la maison. » Et Élodie a répondu « Oui, on dirait que j'ai une aide ménagère gratuite. » Elles ont éclaté de rire. Je me souviens avoir posé le livre que je lisais et être restée là, les yeux fixés sur le mur. Une aide ménagère gratuite. Voilà ce que j'étais devenue pour ma propre fille. J'ai pensé à ces années où je me levais avant le jour pour aller travailler, aux maisons où je nettoyais, aux familles pour qui je repassais, à ces enfants qui n'étaient pas les miens et que je voyais grandir pendant qu'Élodie était à l'école. J'avais fait tout cela pour qu'elle ne manque de rien, pour qu'elle puisse choisir sa vie. Et maintenant, je vivais comme une étrangère dans la maison que j'avais aidé à payer. Je n'ai rien dit ce soir-là. À quoi bon? Les mots, quand ils tombent sur des oreilles fermées, ne font que blesser davantage. Alors j'ai continué, silencieuse, présente, mais effacée. J'ai pris l'habitude de sortir marcher dans le quartier. Le matin, je passais par la boulangerie. J'achetais une baguette et je m'arrêtais au parc. Il y avait toujours les mêmes visages, des retraités, des mères avec des poussettes, un vieil homme qui nourrissait les pigeons. Parfois, quelqu'un me disait bonjour, et ce simple mot me suffisait pour tenir la journée. À la maison, tout était calculé. Les repas, les heures de télévision, le ton des conversations.
Patrick ne me parlait presque plus. Il entrait, mangeait, allumait la télé et s'endormait dans le fauteuil. Quand j'essayais d'échanger quelques mots, il répondait distraitement, sans lever les yeux. Élodie, elle, passait son temps à se plaindre de son travail, des factures, du bruit des enfants, de tout. Elle me reprochait de ne pas comprendre sa fatigue, comme si j'avais oublié ce que c'est que de porter une maison sur son dos. Il y avait encore des moments de douceur, surtout avec les petits. Camille venait parfois me demander de l'aide pour ses dissertations, et Mathieu adorait que je lui fasse des crêpes le mercredi après-midi. Mais même ces moments devenaient rares. Élodie trouvait toujours quelque chose à redire, comme si le simple fait que ses enfants passent du temps avec moi lui rappelait qu'elle me devait encore un peu d'amour. Un jour, alors que je passais l'aspirateur, Élodie est rentrée plus tôt du travail. Elle m'a regardé longuement avant de dire « Tu pourrais au moins attendre que je sois là pour faire du bruit ». Et elle a claqué la porte de sa chambre. J'ai éteint la machine, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé autour de moi. Tout brillait. Tout était propre, ordonné. Mais ce n'était plus une maison, c'était une vitrine. Une maison où je n'existais plus que par ce que je faisais, jamais par ce que j'étais. Ce soir-là, en me couchant, j'ai compris que le silence s'était installé entre nous comme un mur invisible, mais solide. 3 ans de silence, de gestes automatiques, de mots retenus, 3 ans à essayer de ne pas déranger, 3 ans à disparaître lentement, sans qu'elle ne s'en rende compte. Et moi, dans tout cela, je me demandais combien de temps encore on peut vivre dans une maison où l'on ne se sent plus à sa place. Ce matin-là, tout avait commencé comme d'habitude. J'avais préparé le café, mis le pain à griller et ouvert les volets. La maison sentait encore le savon du ménage de la veille. Patrick lisait son journal, Élodie cherchait ses clés, Camille traînait pour se préparer et Mathieu refusait de mettre son manteau. Rien d'extraordinaire. Mais dans l'air, il y avait cette tension légère, ce fil invisible qu'on sent prêt à casser au moindre mot. J'avais reçu la veille ma pension, comme chaque mois. J'avais déjà prévu d'en donner la moitié à Élodie, comme toujours, et de garder un peu pour mes médicaments, mon téléphone et quelques courses personnelles. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ma façon de conserver une petite part d'autonomie. Quand elle s'est assise à la table, j'ai vu à son visage que quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient tirés, ses yeux rouges. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-elle dit d'un ton sec. J'ai reposé la tasse. « Oui, bien sûr. » Elle s'est penchée vers moi, les bras croisés. « J'ai besoin de tout ton argent ce mois-ci. Pas la moitié, pas une partie. Tout. » J'ai cru d'abord qu'elle plaisantait, mais non. Son regard était dur, fermé. « Tout ? Mais Élodie, tu sais bien que je dois acheter mes médicaments, payer ma mutuelle. » Je sais, mais je ne peux plus faire autrement, maman. Patrick a encore eu un problème au travail. On a des factures, des dettes, la maison, les enfants. Tu vis ici? Tu dois participer pour de vrai. J'ai senti la colère monter en moi, pas une colère bruyante, mais cette chaleur sourde qui brûle de l'intérieur. Élodie, depuis 3 ans, je te donne presque tout. Je cuisine, je nettoie, je garde les enfants. Que veux-tu encore que je fasse? Ce n'est pas suffisant, a-t-elle lancé. Tu ne comprends pas, tu es égoïste. On t'offre un toit et tu crois que ça suffit? Elle a levé la voix. Patrick, dans le salon, n'a pas bougé. Il a simplement tourné la page de son journal. Je me suis levée, tremblante. Élodie, fais attention à ce que tu dis. Non, c'est toi qui devrais faire attention. Tu vis ici gratuitement pendant que nous, on se tue à payer. Tu veux garder ta petite liberté, ton argent de poche, pendant que nous, on se noie. Elle s'est approchée de moi et, dans un geste brusque, m'a attrapée par le bras. J'ai senti ses doigts s'enfoncer dans ma peau. « Donne-moi ta carte, maintenant. » J'ai reculé. « Tu es en train de me parler comme si j'étais une étrangère. »« Non, je te parle comme à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. » Patrick s'est enfin levé. Il a mis la main sur l'épaule d'Élodie. « Calme-toi, laisse-la. »« Non, je n'en peux plus !» a-t-elle crié. « Tout le monde compte sur moi et je n'ai plus rien à donner. » Puis elle est partie, claquant la porte si fort que la vaisselle dans le buffet a tremblé. Le silence est retombé d'un coup. Patrick m'a jeté un regard gêné avant de hausser les épaules et de sortir à son tour. J'ai regardé mon bras.
5 marques rouges y dessinaient la forme de sa main. Je me suis assise. Je ne pleurais pas. J'étais vide. Il y a un moment où la fatigue devient plus forte que la tristesse. J'ai simplement pensé que quelque chose venait de se briser pour de bon. Le lendemain matin, un bruit de moteur et des coups à la porte m'ont réveillé. J'ai cru que c'était le facteur. Quand j'ai ouvert, 2 policiers étaient là. « Bonjour, madame. Nous cherchons monsieur Patrick Durand. »« Patrick ? » ?»« Oui, il est là, je crois. » Élodie, encore en robe de chambre, est apparue derrière moi. « Que se passe-t-il ? » ?»« Nous devons parler à monsieur Durand concernant une enquête sur des irrégularités professionnelles. » Patrick est arrivé du salon, pâle. Il a essayé de comprendre, mais les agents ont sorti un document et lui ont demandé de les suivre. Élodie s'est mise à crier, à protester, à dire qu'il y avait erreur. Ils l'ont escortée jusqu'à la voiture, menottée calmement. Les enfants, réveillés par le vacarme, sont descendus en courant. « Papa ? Où ils emmènent papa ?» a demandé Camille d'une petite voix. Personne ne savait quoi répondre. Élodie pleurait, les mains tremblantes. Le voisin d'en face regardait par sa fenêtre, curieux. Moi, je restais là, debout dans l'entrée, observant la scène sans bouger. Tout s'était renversé en une matinée. Quand la voiture de police est partie, Élodie s'est laissée tomber sur la marche. « C'est fini », a-t-elle murmuré. « Tout s'écroule. » Je me suis accroupie près d'elle. « Non, ma fille, rien ne s'écroule. C'est simplement la vérité qui sort enfin. » Elle a levé les yeux vers moi, comme si elle me voyait pour la première fois depuis des années. J'ai eu de la peine, malgré tout. Mais au fond de moi, une idée claire s'est imposée. Je n'étais pas le problème dans cette maison. Le vrai chaos, c'était eux. Leurs mensonges, leurs dettes, leur manière de rejeter sur moi la responsabilité de leur malheur. Moi, je n'avais que ma retraite et mes mains fatiguées. Eux, ils portaient leurs propres fautes. Le soir, j'ai préparé une soupe. Les enfants ont mangé en silence. Élodie ne m'a pas parlé. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère. Peut-être parce que, désormais, plus rien ne pouvait éclater. Tout était déjà au grand jour. Les jours qui ont suivi l'arrestation de Patrick ont été étranges. La maison paraissait vide, mais pas calme. C'était un silence lourd, plein de peur et de reproches muets. Élodie passait ses journées au téléphone avec des avocats, des collègues, des amis. Les enfants, eux, restèrent dans leur chambre. Et moi, je faisais ce que je faisais toujours, le ménage, les repas, les lessives, comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Je voyais bien qu'Élodie était à bout. Elle ne dormait presque plus. Ses gestes étaient mécaniques, ses mots durs, secs, parfois injustes. Mais je ne répondais plus. J'écoutais. Je regardais. Et je pensais. Un après-midi, j'ai décidé de sortir marcher un peu. L'air froid de février piquait le visage, mais ça faisait du bien. Au coin de la rue, j'ai croisé Madame Chantal, une voisine que je connaissais depuis quelque temps. Une femme vive, âgée d'environ 75 ans, toujours bien coiffée et pleine d'énergie. Elle habitait seule, dans un petit appartement du quartier, et elle avait ce ton tranquille des gens qui en ont vu beaucoup. « Madeleine, vous avez une tête fatiguée », m'a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. « Oh, c'est juste le manque de sommeil », ai-je répondu. Elle a plissé les yeux. « Non, ce n'est pas que ça. Vous portez quelque chose de plus lourd. » Alors, sans trop savoir pourquoi, j'ai tout raconté. Les disputes, les humiliations, la pension, Patrick, la police, tout. Elle m'a écouté sans m'interrompre, juste avec ce petit hochement de tête qui dit « Je comprends ». Quand j'ai fini, elle a soupiré. « Ma chère, il faut que vous arrêtiez de croire que votre gentillesse sauvera tout le monde. Votre fille vous utilise, voilà tout. Et vous vous laissez faire parce que vous avez peur d'être seule. » Ces mots m'ont frappée, mais je savais qu'elle disait vrai. « Mais c'est ma fille », ai-je murmuré. « Oui, justement. Les enfants croient parfois que leurs parents leur doivent tout, même leur liberté. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la dépendance. Nous avons marché ensemble jusqu'au parc. Elle m'a parlé de son mari disparu depuis 10 ans, de ses propres enfants qui vivaient loin. Elle vivait seule, mais pas malheureuse.
Elle faisait partie d'un club de lecture, participait à des repas partagés, et comme elle disait, elle respirait enfin pour elle. Vous savez, Madeleine, il y a des endroits où les personnes âgées vivent tranquillement, indépendantes. Pas des maisons de retraite, non, mais des résidences où chacun a son appartement. On s'y sent libre, entouré, mais jamais surveillé. Vous devriez y penser. Cette idée est restée dans ma tête tout le chemin du retour. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai ouvert ma vieille boîte en fer où je garde les papiers importants. Et là, au fond, il y avait une lettre. Une lettre de mon mari, écrite peu avant sa mort. Je ne l'avais pas lue depuis des années. Le papier était jauni, l'écriture un peu tremblée. J'ai reconnu sa main, son ton doux. Ma chère Madeleine, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Je sais que tu sauras continuer, comme tu l'as toujours fait. Mais promets-moi une chose, ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'as plus de valeur. Tu es forte, tu es digne et tu mérites la paix. Même seule, tu n'es jamais inutile. Ces phrases simples m'ont transpercée. J'ai pleuré doucement, sans honte. Il avait raison. J'avais passé ma vie à aider, à donner, à m'effacer. Mais à force de vouloir tout arranger, j'avais oublié que moi aussi j'existais. Le lendemain, j'ai parlé de tout cela à Madame Chantal. Elle m'a proposé de m'accompagner au centre communal pour personnes âgées. Là-bas, on pouvait obtenir des conseils juridiques gratuits. Nous avons pris un rendez-vous avec un avocat, Maître Dubois. C'était un homme calme, d'une 50aine d'années, qui m'a reçu avec respect. Il a écouté mon histoire sans me couper, puis il a dit « Madame Lefebvre, vous avez des droits. Votre retraite vous appartient. Personne ne peut vous obliger à la céder, ni vous forcer à vivre dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien. Si votre fille vous met la pression, c'est de la maltraitance psychologique, tout simplement. » Le mot m'a glacé, maltraitance. Je n'avais jamais pensé que ce que je vivais portait ce nom-là. Il m'a conseillé d'ouvrir un compte bancaire personnel, de garder mes papiers avec moi et de réfléchir à une solution d'hébergement indépendant. En sortant du bureau, je me sentais légère, comme si j'avais enfin repris un peu de souffle. Nous avons marché jusqu'à un endroit que Madame Chantal voulait me montrer. C'était une résidence pour seniors autonomes, appelée les Jardins du Rhône. Une belle bâtisse entourée de fleurs, avec des bancs, un petit café et des gens de mon âge qui discutaient joyeusement sous le soleil. Une dame nous a accueillis, la responsable du lieu, souriante et polie. Elle a expliqué le fonctionnement. Chaque résident avait son propre appartement, ses clés, ses horaires, sa liberté. On pouvait participer à des activités ou non, selon son envie. Le loyer n'était pas excessif, et certaines aides pouvaient couvrir une partie des frais. En écoutant, je me suis surprise à sourire. Je me suis imaginée là, dans un petit appartement lumineux, avec mes livres, mes photos, mes fleurs sur le rebord de la fenêtre. Un endroit à moi, simple mais paisible. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je savais que quelque chose venait de changer. Je n'étais plus la même. Je n'étais plus seulement la mère qu'on supporte, ni la grand-mère qu'on utilise. J'étais une femme qui reprenait doucement sa place dans le monde. Et cette fois, je ne comptais plus la perdre. Le jour où j'ai quitté la maison d'Élodie, je n'ai pas pleuré. J'avais tout préparé en silence, pendant plusieurs semaines. Un petit sac avec mes papiers, quelques vêtements, mes médicaments, la photo de mon mari et la lettre qu'il m'avait laissée. Madame Chantal m'attendait au coin de la rue avec un taxi. J'ai laissé les clés sur la table de la cuisine, un mot court et simple, « Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai besoin de retrouver ma paix. » Puis j'ai fermé la porte sans me retourner. Le trajet jusqu'au Jardin du Rhône n'a duré qu'une demi-heure, mais j'ai eu l'impression de parcourir des années. Quand nous sommes arrivés, la lumière du matin baignait les jardins. Il y avait des fleurs partout, des géraniums rouges et des lavandes alignées le long des allées. Des résidents prenaient le café sur la terrasse. J'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la tranquillité. La responsable, Madame Laurent, m'a accueillie avec un grand sourire. « Bienvenue chez vous, Madame Lefebvre, chez moi. » Ce mot m'a serré la gorge. J'avais presque oublié ce que cela voulait dire. Mon appartement était petit mais parfait. Une pièce claire, un coin cuisine, une salle d'eau, un balcon qui donnait sur les arbres. Tout était simple, propre, neuf. J'ai posé ma valise, ouvert les fenêtres et j'ai respiré profondément.
J'étais libre. Pas une liberté de jeunesse, mais une liberté calme, celle de décider seule de ses journées. Les premiers jours, j'ai observé beaucoup. Les autres résidents m'ont vite intégré. Il y avait Paul, un ancien professeur de mathématiques, toujours prêt à plaisanter. Thérèse, qui faisait de la couture et racontait 1000 anecdotes. Hélène, une femme douce qui s'occupait du jardin collectif. Et surtout Carmen, une veuve énergique qui m'a immédiatement prise sous son aile. Ici, tu verras, on se réveille quand on veut, on mange quand on veut et on rit quand on peut, m'a-t-elle dit en riant. C'était vrai. Chaque journée avait son rythme, sans contrainte. Le matin, je lisais sur mon balcon. L'après-midi, je participais aux ateliers. Un peu de tricot, un peu de lecture, parfois de la marche. Mais ce qui m'a redonné le goût de me sentir utile, c'est quand j'ai découvert la médiathèque municipale. Un jour, en allant faire une promenade, je suis entrée dans la petite médiathèque du quartier. L'odeur des livres m'a enveloppée comme une vieille amie. J'ai parlé avec la bibliothécaire, une jeune femme aimable nommée Sophie. Elle m'a dit qu'il cherchait des bénévoles pour animer les heures de lecture pour enfants. J'ai accepté tout de suite. La première séance, j'étais nerveuse. Je ne savais pas si j'avais encore la voix, la patience ou simplement l'envie. Mais quand les enfants se sont assis en cercle autour de moi, avec leurs yeux grands ouverts, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. J'ai commencé à lire Le Petit Prince, doucement, en articulant chaque mot. Les enfants écoutaient sans bouger. Certains riaient, d'autres rêvaient. À la fin, une petite fille est venue me dire « Madame, vous lisez comme ma grand-mère ». C'était le plus beau compliment que j'ai reçu depuis longtemps. À partir de ce jour, je suis allée à la médiathèque 2 fois par semaine. Je lisais des contes, des histoires d'animaux, des légendes. Les enfants m'appelaient « Mamie Madeleine ». Je n'étais plus une charge, ni une présence silencieuse qu'on tolère. J'étais utile. J'existais de nouveau pour de bonnes raisons. Pendant ce temps, Élodie essayait de me joindre. Elle a appelé plusieurs fois, laissé des messages. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais que ce n'était pas encore le moment. Madame Chantal m'a dit qu'elle l'avait vue dans le quartier, fatiguée, nerveuse, perdue sans moi. « Elle se rend compte maintenant de tout ce que tu faisais », m'a-t-elle dit. Je n'en doutais pas, mais je ne voulais pas revenir par pitié. Un après-midi, j'ai reçu une lettre d'Élodie. Une vraie lettre, écrite à la main. Elle disait simplement « Je comprends mieux, maman. La maison est vide, sans toi. J'ai besoin de temps, mais je veux qu'on se parle. » J'ai lu ces mots plusieurs fois. Pas de colère, pas de reproche. Juste une reconnaissance timide. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis promis de ne plus précipiter les choses. Je voulais que chaque pas vienne du cœur, pas de la peur ou de l'habitude. La vie ici est simple, mais elle a du sens. Le matin, je partage un café avec Carmen sous les arbres. L'après-midi, je lis aux enfants ou j'arrose mes plantes. Le soir, je regarde le ciel depuis mon balcon. Je me sens en paix. Parfois, quand je pense à ma fille, je me dis que tout ce que j'ai vécu, même la douleur, m'a menée ici. Je ne suis plus seulement la mère d'Élodie ou la grand-mère de Camille et Mathieu. Je suis Madeleine, une femme qui a repris sa vie en main. Et ça, personne ne pourra plus me le reprendre. L'hiver est arrivé doucement cette année-là. Au jardin du Rhône, les arbres ont perdu leurs feuilles un à un, et le vent faisait danser les dernières couleurs de l'automne dans les allées. Les décorations de Noël commençaient à apparaître sur les balcons, et l'air sentait la cannelle et le feu de bois. J'aimais cette période. Elle avait toujours eu pour moi un goût de chaleur et de famille, même quand la maison était froide. Cela faisait presque 6 mois que j'avais quitté Élodie. 6 mois sans cris, sans reproches, sans cette impression d'être de trop. 6 mois à vivre tranquillement, entouré de gens simples, de rires sincères et d'une paix nouvelle. J'avais appris à savourer le silence, à ne plus me justifier, à parler seulement quand j'en avais envie. Un matin de décembre, alors que j'accrochais une guirlande sur le balcon, j'ai aperçu un visage familier en bas de l'immeuble. Élodie. Elle portait un manteau gris, ses cheveux attachés en chignon et un air fatigué. Je suis restée immobile quelques secondes. J'ai su tout de suite que ce jour finirait par arriver, mais je ne pensais pas que ce serait aujourd'hui. Elle a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés.
Je n'ai pas eu le réflexe de fuir, ni celui de descendre. Je l'ai simplement saluée de la main. Elle a attendu que je lui fasse signe avant d'entrer. À la réception, la responsable m'a appelée. « Madame Lefebvre, votre fille est là. Voulez-vous la recevoir ?»« Oui, bien sûr, » ai-je répondu calmement. Quand Élodie est entrée dans mon appartement, j'ai remarqué qu'elle semblait plus petite qu'avant. Pas physiquement, mais dans sa manière de se tenir. Ses épaules rentrées, ses gestes hésitants, sa voix un peu tremblante. « Bonjour, maman, » a-t-elle dit. « Bonjour, Élodie. Assieds-toi. » Elle a regardé autour d'elle. « C'est joli ici. »« Oui, c'est simple, mais j'y suis bien. » Un silence a suivi, celui des gens qui ne savent pas encore par où commencer. J'ai préparé du thé, doucement, comme pour lui laisser le temps. Quand je me suis assise en face d'elle, j'ai senti mon cœur battre fort, mais sans peur. « Je ne sais pas par où commencer, » a-t-elle dit en baissant les yeux. « Commence où tu veux, ma fille. » Elle a pris une grande respiration. « Depuis que tu es partie, tout a changé. La maison est vide, les enfants parlent souvent de toi. Camille t'a écrit une lettre, mais elle n'a jamais osé l'envoyer. Et moi, j'ai compris beaucoup de choses. Je l'écoutais sans dire un mot. Elle parlait lentement, comme quelqu'un qui avance sur un sol fragile. « Je t'ai fait du mal, maman. J'ai été injuste. J'ai confondu ton amour avec une obligation. J'ai pris sans mesurer ce que tu donnais. » Ces mots n'étaient pas parfaits, mais ils étaient vrais. Je ne les attendais plus. Pourtant, les entendre m'a fait du bien. « Tu sais, Élodie, » ai-je répondu, « je ne suis pas partie pour te punir. Je suis partie pour me retrouver. » Elle a hoché la tête. « Je le comprends maintenant. Mais je voulais te dire que je t'aime. » J'ai souri doucement. « Tu m'aimes ou tu as besoin de moi ?» Elle a relevé les yeux, troublée. « Les deux, peut-être. » Alors, il faut apprendre à aimer sans dépendre. C'est ce que j'ai appris ici. Elle a baissé la tête, les larmes aux yeux. Je me suis levée, j'ai pris ses mains. Elles étaient froides, comme autrefois quand elle rentrait de l'école sous la pluie. « Tu resteras toujours ma fille, Élodie. Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. » Elle a éclaté en sanglots. Pas des cris, pas des excuses bruyantes. Juste des larmes silencieuses, celles qu'on verse quand le cœur lâche un poids. Je l'ai serrée doucement dans mes bras. Pendant quelques minutes, nous sommes restés ainsi, sans parler. Ce n'était pas un retour, c'était une réconciliation. Une vérité posée enfin entre nous. Avant de partir, elle m'a dit « Les enfants aimeraient t'avoir à Noël, si tu veux venir. » J'ai réfléchi un instant. « D'accord, ai-je répondu. Mais seulement pour la soirée. Je rentrerai ici après. » Elle a souri, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. Le soir de Noël, j'ai pris le bus jusqu'à Villeurbanne. La maison était décorée, les enfants m'ont sauté dans les bras. Il y avait un feu dans la cheminée, une odeur de dinde, des rires. Élodie m'a installée à côté d'elle à table. Elle n'a pas cherché à m'impressionner, ni à se justifier. Elle m'a simplement regardée avec douceur. C'était suffisant. Après le dessert, j'ai enfilé mon manteau. « Tu pars déjà ?» a demandé Camille. « Oui, ma chérie. Mais maintenant, tu sais où me trouver. » Élodie m'a accompagnée jusqu'à la porte. « Merci d'être venue, maman. Merci de m'avoir invitée. » Dans le bus du retour, j'ai regardé les lumières de la ville défiler par la fenêtre. J'ai pensé à tout le chemin parcouru, à la douleur, au silence, aux découvertes. Le pardon, finalement, n'efface pas le passé. Il le rend simplement plus léger. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai allumé une petite bougie sur la table. Les autres résidents chantaient dans le jardin et je les entendais rire au loin. J'ai souri. J'avais trouvé ma paix. Pas une paix offerte ni demandée. Une paix choisie. Et je savais que, cette fois, rien ni personne ne me la prendrait. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.